Et bonjour, c'est Christine. Non, vous ne rêvez pas, je me suis transformé en boîtier PC. Le Sharkoon Elite CA300H, un des nouveaux boîtiers de Sharkoon qui est sorti assez récemment. Bon, la blague est finie, je suis bien sûr derrière le boîtier, mais c'est pour dire que c'est tellement énorme qu'on pourrait carrément y habiter dedans. C'est un boîtier qui est à 150 €, donc c'est un loyer plutôt correct pour ce genre de machine. Et vous dites peut-être du coup, Christine, c'est bizarre, tu nous parles d'un boîtier Sharkoon, une marque qu'on a très peu vue sur ta chaîne. Et ce à quoi je vous répondrai, eh bien c'est normal parce que d'habitude Sharkoon font des boîtiers pas très chers et pas forcément au niveau de la qualité que j'attends, et j'ai pas forcément confiance en cette marque dans des boîtiers à ce prix-là. Mais là c'est différent parce qu'ils ont fait un boîtier haut de gamme, et donc je voulais voir un petit peu ce que ça donne en tant que boîtier haut de gamme. Est-ce que je garde mes a priori pour ça, ou est-ce que en fait c'est un très bon boîtier que vous devriez regarder? Eh bien écoutez, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. On va procéder au déballage de tout ça et on en parle juste après. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille que fait ce mastodonte, mais il fait à peu près 20 kg à l'arrivée, ce qui est beaucoup plus que tous les boîtiers classiques. Et je pense que vous pouvez vous apercevoir qu'avec justement ce boîtier-là, eh ben, il est quand même plutôt énorme. Donc c'est pas forcément un ATX grand tour, il me semble. Il est compatible IATX et autre chose, mais il me semble pas que ce soit vraiment un grand tour. C'est plutôt un moyen tour qui est au niveau des plus grands tours. Donc clac, on va l'ouvrir. Attendez, ça c'est le dessus. Donc le dessus va être dessous. Il va falloir qu'on fasse le renversement habituel, bien sûr. Hop là. Voilà, hop. Donc un petit peu effet Houdini à l'intérieur du carton. Qu'est-ce qu'on retrouve? Un autre carton. Hop là. Donc choc. Ça dégage. Hop, ça aussi. Le côté dessus, ça a l'air d'être celui-là. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? On retrouve le boîtier avec ses spécifications, on va dire. Tchac. Donc c'est cool qu'ils aient mis une boîte comme ça. Ce serait peut-être plus facile de le sortir. Mais bon, vu qu'il y avait déjà une boîte à l'intérieur, pourquoi en remettre une? Pourquoi ne pas envoyer directement celle-ci? Surtout qu'il y a les mêmes inscriptions dessus. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Soit. Au moins, il est bien protégé et il arrivera sans dommage. Ce qui est important pour un boîtier à 150 €, parce que justement, comme on le paye cher, on veut en avoir pour notre argent. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On trouve de la documentation qu'on lira tout à l'heure ou qu'on ne lira pas en fonction de ce qu'on fait. Écoutez, vous n'avez pas un cette fois-ci, mais deux retournements de boîtier. Ouh, aïe, aïe. Ouf. Je pense que comme Sharkoon, voilà, j'ai déjà fait tomber la chose. On va péter un truc aujourd'hui, je le sens. Surtout que ce boîtier a deux panneaux en verre trempé. On a ce joli packaging ici qui est un peu mieux que le plastique de base. Mais je me rappelle ici, on paye 150 € ce boîtier, ce qui n'est pas une petite somme. On est au niveau des boîtiers les plus, pas les plus forts, mais un des boîtiers les plus gros. Ouh là là, beaucoup d'électricité statique. Ça, c'est pas bon par contre. Il faudra que je me décharge un petit peu avant de faire quoi que ce soit dans ce boîtier. Mais voilà, vous avez vu la face arrière qui a un panneau en verre trempé. Vous voyez aussi la face avant. Bon, on a déjà rayé un petit peu tout ça, je crois. Donc ça, c'est juste le plastique. On le verra tout à l'heure. Mais ce panneau est équipé du coup de deux panneaux vitrés, ce que je trouve pas forcément très intéressant sur un boîtier, parce que le panneau arrière, on n'a pas forcément besoin de que ce soit vitré. Généralement, c'est là où on cache toute notre merde. Mais bon, écoutez, là il y a un passe-câble, c'est plutôt pas mal. On verra ce que ça donne fermé. Mais moi, je suis pas très fan du double panneau vitré. À l'intérieur, on peut voir qu'il y a pas mal d'espace. C'est un grand boîtier. On retrouve trois ventilateurs à l'avant, un ventilateur à l'arrière, qui sont tous les trois dotés de RGB. On verra un petit peu ce que ça donne si on rajoute notre water cooling dessus. On a des panneaux amovibles ici, qui sont un système un petit peu différent de ceux d'habitude. On remove celui-là. S'il veut bien s'enlever, voilà. On enlève celui-là qui est attaché avec de simples attaches. Ensuite, oula, mais je me prends de partout. On retrouve un filtre
à poussière ici tout simplement, qui va obstruer un petit peu l'airflow. Mais bon, écoutez, c'est pas bien grave. Si on vient lever ici, c'est pas la chose la plus agréable à faire, mais il y a un mécanisme de rétention qui est un petit peu différent de ceux d'habitude. On n'a pas forcément les mécanismes hop avec les boutons. Voilà, clac, il faut venir lever la vitre comme ça pour la disloquer et clac, vous avez accès à l'intérieur. Donc c'est un mécanisme qui change un petit peu d'habitude. C'est pas mal par rapport aux vis, mais par contre ce que je trouve dommage, c'est que c'est un petit peu différent de ce qu'on retrouvait quand les boîtiers s'ouvrent de cette manière-là, avec des petites charnières ici. Ce qui était bien, c'est qu'on l'ouvre, on le soulève et c'est fini. Et puis surtout, ça permet de changer les composants sans avoir à démonter autre partie ou quoi. On ouvre juste, on met dedans et on met comme ça. Donc ça, je trouve que c'est dommage de ne pas retrouver ça sur ce boîtier-là parce qu'on est quand même à 150 € et il y a pas mal de boîtiers à ce tarif-là qui ont justement ces fonctionnalités. Et donc, ça aurait été bien de pouvoir les retrouver à ce niveau-là. Enfin bref, c'est toujours mieux que le système traditionnel. Par contre, attention, vous allez devoir mettre votre main un petit peu partout sur la glace du coup. Voilà, pour l'enlever, le remettre. C'est un petit peu… c'est pas pour les crados, hein. C'est clairement pas pour les crados. Et pour les gens qui sont un petit peu maladroits, il y a 2 panneaux en verre. Donc attention au coup de marteau et autre chose comme ça. Je vais le remonter. Où est-ce que j'ai mis l'autre chose? Clac. Et on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Je vais vous montrer un peu la face avant de ce boîtier. En tout cas, ça m'a l'air d'être du métal de bonne qualité. Regardez, si je prends mon célèbre marteau et que j'y tape dessus, voilà, ça fait du bruit. Le métal assez solide. C'est pas du métal qu'on retrouve chez Tati Antoine, etc. Choses comme ça. Pareil sur le dessus avec un aluminium sympa. Voilà, c'est tout du métal ici. Il n'y a rien d'autre. Ça résiste bien. Voilà, j'ai mis des petits coups dedans. Il n'y a aucun problème, aucune marque. Alors, voilà. Et on retrouve devant un panneau avec des ouvertures ventilées ici. C'est pas la meilleure chose ici d'avoir ça. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ne laisse pas passer tout l'airflow. Et bon, ça rajoute un petit style. On aime ou on n'aime pas. Ça dépend vraiment de vous. Derrière, il y a un petit peu de mèche. On verra ça tout à l'heure en plus gros. Il y a un petit peu de mèche qui laisse passer l'air. Il n'y a pas de filtre à l'avant pour venir obstruer encore plus ce flux d'air. Donc ça, c'est bien. Au moins, on est tranquille. L'air, il passe correctement. En tout cas, à peu près correctement. On n'est pas bloqué ici comme avec d'autres boîtiers où on met un mèche. Derrière, on met un filtre. Ce qui diminue drastiquement quand même un petit peu l'airflow. Si je vous remets sur ce côté-là, on peut voir le I/O sur le côté ici, voilà, avec les différents boutons, 2 ports USB, un port casque, un port micro, ainsi qu'un port USB-C. Dans le port USB-C qui est plutôt incontournable en 2021, si un boîtier n'a pas de port USB-C, c'est quand même un petit peu dommage. Si on revient un petit peu côté design, il est mi-blanc, mi-noir, donc ça ne plaira pas forcément aux personnes qui veulent une configuration toute blanche. Donc sachez-le, si jamais vous voulez le boîtier qui est couleur blanche, eh ben c'est dommage parce qu'il y a quelques inserts noirs à l'intérieur. Donc c'est soit on aime, soit on n'aime pas. C'est plus couleur zébra, noir et blanc, que vraiment couleur blanc. Mais bon, pour des builds qui sont totalement blancs, ça peut très bien aller. Moi perso, je suis plutôt team tout blanc dans un boîtier blanc, mais là ça va, c'est pas trop dérangeant à ce niveau-là, ça marche plutôt bien. Si je réouvre le boîtier pour une deuxième fois et qu'on va à l'intérieur, hop. Par contre, c'est un petit peu une galère d'ouvrir des fois, faut pas aller trop loin, sinon ça se fait. Parce que si vous voulez, il y a des petits picots à ce niveau-là, là. Il y a des petits picots ici. Et si jamais vous allez trop loin sur certains trucs, eh ben, ça reste bloqué ici. Vous voyez, je peux pas l'enlever, il faut que je pousse un petit peu pour pouvoir reprendre. Même comme ça, voilà. Donc si on réouvre le panneau avant, sans faire de dinguerie, voilà, les panneaux sont assez durs à enlever aussi. Faut faire attention à ça, mettez-y pas trop de force non plus, sinon vous pourriez casser tout simplement la vitre. Hop, ce que je n'ai pas envie d'avoir parce que j'ai pas envie de nettoyer mon salon comme, comme on a pu le faire avant. Donc ici, on retrouve des choses qui sont plutôt intéressantes, notamment ici un support pour carte graphique, où la carte graphique va pouvoir venir se poser ici et décharger un petit peu de poids du port PCI qui va se trouver à ce niveau-là. C'est plutôt une bonne idée, c'est plutôt un bon insert. Moi, je suis bien content d'avoir ça dans ce genre de boîtier. C'est un petit cadeau en plus qui fait toujours un effet un peu sympa. À savoir qu'acheter généralement ce genre de choses, ça coûte à peu près 20 balles, sauf si vous avez une carte mère ASRock ou les dernières Z590 sont livrées avec. On se retrouve ici sur un layout qui est assez classique avec des petites ouvertures devant pour les ventilateurs, histoire de bien toutes les faire passer.
un petit montage à la NZXT pour cacher les câbles juste à ce niveau-là, ainsi qu'un passe-câble pour l'alimentation. On retrouve aussi des passe-câbles à ce niveau-là pour alimenter les SSD, etc. Choses comme ça. Un support pour une pompe. Comme on est sur un gros boîtier, il va pouvoir accueillir beaucoup de water cooling. Donc on nous donne directement le support de pompe qui est bon. Pas d'une super qualité, mais il a le mérite d'être là, du coup c'est plutôt pas mal. Dans ce boîtier, vous pouvez mettre aussi votre carte graphique au format vertical. Ici, vous avez 2 ouvertures avec un kit supplémentaire vendu par Sharkoon qui est au prix de 20 €, il me semble, quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir installer votre carte graphique à ce niveau-là. C'est dommage qu'il ne soit pas directement dans ce boîtier, ça aurait été vraiment une valeur ajoutée qui était super, mais bon. Après, on est plutôt sur un budget conséquent ici avec plus de 150 € le boîtier en France, donc ajouter 20 € là-dessus, ça veut dire que généralement, vous avez plutôt les moyens, vous allez faire un plutôt beau PC, donc 20 € et quelques. Bon, qu'est-ce que c'est pour ajouter votre carte graphique à la verticale. On retrouve aussi sur ce boîtier une petite cave alimentation où voilà, il y a écrit un petit Elite dessus en relief pour que ce soit bien joli. Il n'y a par contre pas d'ouverture à ce niveau-là pour ceux qui aiment ça. Moi, je trouve que c'est plutôt inintéressant, voire l'alimentation de notre PC, c'est pas la chose la plus intéressante. La seule fois où c'est intéressant, c'est quand vous avez une alimentation Asus Store où elle vous affiche les wattages en temps réel. Mais en dehors de ça, c'est plus gadget qu'autre chose et ça fait pas vraiment plaisir. Niveau filtration pour l'alimentation et toute la partie basse, on est ici sur un fil qui est plutôt facile à enlever. Il est assez fin et captera à peu près toutes les choses. C'est pratique si jamais votre ordinateur est au sol pour éviter de mettre vraiment beaucoup de poussière à l'intérieur de votre alimentation. Généralement, on essaye de le surélever un petit peu, qu'il ne soit pas directement au sol, surtout si vous avez des tapis. Mais enfin bref, c'est facile d'accès, ce sera facile à nettoyer. Ici, on le met et on l'enlève et ce sera plutôt pas mal. On retrouve aussi une cage de disque dur, on peut en mettre 2 de 3,5 ou 2,5 pouces. Donc aussi accueillir essentiellement des SSD. Ça c'est entièrement démontable si jamais vous voulez mettre des ventilateurs en bas ou d'autres radiateurs ou choses comme ça. Si on passe un petit peu à l'arrière, il y a une chose qui saute immédiatement aux yeux, c'est ce petit cache ici là. Hop, hop, si j'arrive à l'ouvrir. Il va falloir que je fasse un peu le tour. Voilà, c'est ce cache là, clac, qui nous permet de cacher un petit peu nos câbles et qui nous permet aussi de voir le hub RGB qu'on retrouve ici avec 8 ventilateurs qu'on peut gérer de cette manière-là. C'est plutôt bien fait parce qu'à l'intérieur, on retrouve tout plein de passe-câbles avec du caoutchouc, ce qui permet d'éviter les vibrations. Donc ça, c'est plutôt cool de le retrouver ici. Mais par contre, ça nous manque un petit peu à ce niveau-là et aussi dans ceux des SSD qui sont en bas. On retrouve derrière ensuite de quoi tenir 2 SSD et 2 disques durs ou 2 SSD en fonction de ce que vous voulez. Donc pour un total de 6 disques externes. Par contre, chose qui fait pas plaisir, du Molex à ce niveau-là. Donc je ne sais pas si c'est pour alimenter les ventilateurs ou quoi, mais ça fait bien longtemps que sur les alimentations, on retrouve de moins en moins de Molex, ce qui est une bonne chose pour beaucoup d'aspects. Mais là, le retrouver sur un boîtier comme ça à 150 €, je trouve que c'est pas la meilleure chose. On aurait pu avoir ici du SATA pour alimenter ces ventilateurs directement. Ou tout simplement avoir un hub aussi, ça aurait été pas mal pour gérer tout ça. Ça coûte pas très cher. On en trouve sur AliExpress à combien? Même pas 2-3 €. Donc je vous conseillerais plus de partir sur quelque chose comme ça plutôt que de stacker des collecteurs Molex comme ça pour alimenter vos ventilateurs qui vont du coup peut-être tourner à 100%. Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'on a du 3 broches ou du 4? Non, ça a l'air d'être… Non, c'est du 3 broches. C'est du 3 broches, donc c'est du DC. C'est même pas des ventilateurs PWM qu'ils ont mis dessus. Donc ça tournera soit à fond tout le temps, soit sur des vitesses prédéfinies. C'est passé en haut, c'est passé en bas. Clac. C'est un petit peu dur. C'est un petit peu dur à refermer ça. Il faut mettre un petit peu de force quand même. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, il va falloir le prendre en compte. Voilà, ça ne va pas se casser. Tout est en métal dans ce boîtier. Donc c'est ça qui est bien. Au moins ça résiste. On peut mettre des bons gros coups. Bon là j'ai mis un coup à la vitre. Mais c'est pas très grave. C'est assez résistant là aussi. Hop. Clac. On va remettre ça. Hop là, ou en tout cas, faites attention par contre, je vois que les vitres ne sont pas forcément sécurisées. C'est possible de laisser une ouverture dessous. Voilà, là vous voyez, je ne l'ai pas bien mise. Donc faites bien attention à tout bien coller et appuyer, ce qui va vous obliger à appuyer bien de partout. Sinon, ça va poser problème. Voilà, donc faites bien attention quand vous montez ça. C'est plus pratique que le truc de base, mais c'est beaucoup moins pratique quand même qu'une ouverture sur le côté. En plus, on en a 2 ici, donc faites bien attention à tout ça. Hop.
Si on fait un petit tour rapidement, on met ça sur le côté. Ah! Qu'est-ce qui s'est cassé la gueule? Ah, c'est une batterie. Tout va bien. Rien de pété. Enfin, il y a forcément quelque chose qui va être pété. C'est peut-être les composants que je vais mettre à l'intérieur. Mais bon. À l'intérieur du truc, voilà, hop, qu'est-ce qu'on a? Les spécifications techniques. Ce qu'on retrouve dedans, comment démonter un petit peu le PC. Voilà, comment accéder à l'intérieur du PC. On peut même mettre visiblement des HDD directement. C'est pas forcément fait que pour les SSD. Donc il y a tellement de place à l'arrière pour faire ces trucs qu'on peut aussi mettre des HDD droit dedans, comme ça. Par contre, chose un petit peu embêtante ici, on a 6 vis à enlever pour pouvoir enlever ce front panel, ce qui est vraiment pas fou. Surtout que voilà, c'est dommage. Généralement sur les boîtiers, on peut les enlever comme ça, hop hop, en tirant un peu fort dessus. Et il n'y a pas forcément l'IO qui est relié dessus. Ça, je trouve que c'est très dommage. Normalement, l'IO devrait être sur un panneau un petit peu incrusté dessus, qui se met comme ça, qui fait qu'on devrait justement pouvoir enlever ça avec un petit peu de force. Vous savez, avec des push-pins comme on a l'habitude d'avoir. Mais là, c'est un petit peu différent. Donc, il faut s'embêter à enlever les choses, à enlever 6 vis, enlever ça. Et attention ici parce que du coup, comme c'est attaché à l'avant du boîtier, on ne va pas pouvoir enlever totalement cette façade. On va juste pouvoir l'ouvrir de ce côté-là, ce qui est dommage. Ce qui est dommage encore une fois, si jamais vous voulez installer des ventilateurs à l'intérieur de cette cage ici. Il y a aussi la compatibilité water cooling ici. On va pouvoir avoir à ce niveau-là une compatibilité jusqu'à 360 et à ce niveau-là une compatibilité jusqu'à 420. Par contre 420, je vous déconseille de le faire, ça va être un petit peu juste pour le mettre. Peut être assez inconfortable, on va devoir forcer un petit peu sur la position, rentrer, tâtonner un petit peu comme ça. Ce sera beaucoup plus confortable avec des 360 mm si jamais vous en avez ou vous avez justement un water cooling custom. Je vous conseille plus de partir sur un 360 qu'un 420 ici. Et en plus, on ne peut pas enlever la petite chose qui est en bas là, le compartiment alimentation, pour que ça rentre un petit peu plus facilement. Donc ça, c'est dommage pour la partie alimentation. On aurait pu avoir quelque chose qui s'enlève pour justement avoir une installation facile des 420 mm. Ah, du coup, oui. On a quand même un pin pour l'adressable RGB, donc on peut quand même le contrôler depuis la carte mère. Ça, c'est beaucoup mieux. Je vais monter du coup un petit PC à l'intérieur de ce boîtier et on se retrouve juste après pour parler un petit peu de l'expérience et qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé. Voilà, à tout de suite. Bon, ça y est, j'ai fini de monter le PC. Ça fait maintenant un jour vu que j'ai changé un petit peu de t-shirt. J'ai installé tout ce qui était choses pour contrôler le RGB sur la carte mère, le water cooling ainsi que les RAM et on a à peu près ce résultat-là que vous pouvez voir juste derrière moi. Le but de cette section, ça va être de conclure sur ce boîtier. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, les choses qui m'ont posé problème pendant le montage, les choses qui étaient bien pour le montage, etc. Tout ça, on va faire un bon gros point. Pour commencer, je dirais que le boîtier est bien, mais il nécessite quelques petits changements pour vraiment devenir un très bon boîtier. Les principaux problèmes que je vois à ce prix-là, ça va être l'ouverture qui se fait par le haut, qui est un petit peu moins pratique que des charnières, mais qui est toujours plus pratique que les vis qu'on dévisse sur la face avant. Une autre chose du côté de la vitre, c'est la vitre qu'il y a derrière. Elle ne sert pas forcément à grand chose, il n'y a pas de rétroéclairage, c'est vraiment juste pour voir le cable management et ce qui est plus problématique qu'autre chose. Je trouve qu'on aurait pu économiser à la limite un petit peu de budget à ce niveau-là, rajouter une plaque de fer derrière, c'est pas bien grave, et faire quelque chose qui est encore mieux à l'intérieur du boîtier. Un point qui est assez important pour moi, c'est les ventilateurs RGB. Vous voyez dans le boîtier, on en a 4 ici, 3 en face avant, 1 en face arrière, et le problème c'est que ces ventilateurs, ils ne sont pas compatibles PWM. C'est-à-dire que même si vous branchez vos ventilateurs boîtier directement sur la carte mère, ça va être difficile de faire des courbes de ventilation ou autre chose, ce qui serait beaucoup plus simple avec des ventilateurs PWM. En plus là, ils sont reliés en série avec des connecteurs Molex, donc c'est bien d'avoir des ventilateurs ARGB, mais des ventilateurs ARGB comme ça qu'on ne peut pas forcément contrôler, c'est un peu embêtant quand même. Surtout pour un boîtier à plus de 150 €, la moindre des choses serait d'avoir quand même des ventilateurs PWM. Quitte à en mettre 3 seulement, c'est pas bien grave, mais seulement qu'on puisse les réutiliser vraiment dans d'autres contextes que celui de ce boîtier-là. Après, n'espérez pas non plus tirer beaucoup de ces ventilateurs qui ont relativement peu de pression statique, donc ça ne conviendra pas pour du water cooling et autre chose. C'est vraiment juste pour faire entrer l'air et sortir l'air et rien de plus. Ils sont d'ailleurs bloqués aux alentours des 1100 RPM, ce qui les rend assez silencieux, même si on n'est pas au niveau d'un Noctua ou encore d'un BeQuiet. Autre chose que j'aime pas et que je trouve pas pratique, c'est que le devant ici,
eh bien, il ne se retire pas facilement. Il faut enlever 6 vis, il faut ensuite faire attention parce que si on tire trop fort, on risque d'arracher tout ce qui est des prises à ce niveau-là. Donc, il faut bien faire attention parce que tout est attaché, on ne peut pas vraiment l'enlever pour vraiment avoir un accès complet au devant de ce boîtier. Donc, pour ceux qui aiment bien avoir l'espace et autre chose comme ça, ben, c'est assez embêtant. En tout cas, moi, ça m'a embêté au moment où j'ai dû le faire. En parlant de choses qui ne s'enlèvent pas, il y a le petit compartiment juste en bas qui accueille l'alimentation qui n'est pas amovible. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que c'est bien pratique pour placer les radiateurs devant en termes de custom water cooling et surtout que c'est bizarre de ne pas avoir ça vu qu'il y avait une section d'accroche de la pompe. Là, j'ai tout enlevé pour pouvoir monter le PC et avoir le look le plus clean possible, mais si on a une accroche de pompe, généralement, on devrait pouvoir enlever la baie d'alimentation histoire de pouvoir passer les radiateurs tranquillement. Une autre petite chose qui m'a fait chagrin aussi, c'est le support de carte graphique qui n'est pas forcément compatible avec les cartes qui sont plus de 2 slots et qui font 3 ventilateurs de long. Je l'ai testé avec ma 3060 Trio X qui est assez imposante et au final dans la position la plus basse de ce support, eh ben, ça venait directement se coller au ventilateur, ce qui est plutôt dommage et ce qui est contre-productif à ce niveau-là. Et quand je parle des choses qui viennent en friction avec le ventilateur de la carte graphique, c'est pas le bout en caoutchouc, c'est la vis qui permet de serrer la position de ce bout de caoutchouc directement dessus. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir ça pour ce boîtier qui est sorti en mars 2021, tout simplement parce que les cartes RTX 3000 et les RX 6000 sont très souvent plus de 2 slots et ont 3 ventilateurs. Donc on tombe clairement dans le truc où c'est pas compatible ici. Donc vous devrez malheureusement devoir l'enlever comme je l'ai fait ici. Bon, je l'ai pas remis pour mettre cette carte graphique là. Les autres petites remarques sont sur le cable management à l'intérieur de la case. Globalement, c'est très bien fait, mais il y a quelques petites choses qui pourraient être améliorées. Typiquement, le passage de l'USB 3 et de l'USB-C est très dur avec ce cache en métal ici. Les câbles sont généralement rigides et on doit bien les plier pour que ça rentre à peu près correctement ici. Donc c'est pas quelque chose qui est très agréable ici parce qu'on va forcer sur les connecteurs et potentiellement les casser. Donc je préférais qu'il n'y ait pas ce genre de choses ou que ce soit plus adapté pour cette ouverture là. Parce que pour le reste, ça s'est très bien passé. Mais pour ce point-là, eh ben, ça fait un petit peu mal au cœur de voir ça. Donc ce petit cache en plein milieu joue bien son rôle d'esthétisme, mais a quelques petits problèmes de fonctionnalité. Pour ce qui est de la trappe de cache-câble derrière, c'est bien, c'est très pratique, surtout quand on a une vitre comme ça. Mais par contre, attention, si vous avez des câbles d'extension, à bien les mettre à plat. Sinon, vous ne risquez de ne pas pouvoir fermer ça à cause de la hauteur. Pour fermer ce cache-câble arrière, il faudra un petit peu de force pour que tout rentre correctement et vous entendez bien ces clips. Et il faudra un petit peu de force aussi pour les ouvrir. Ce n'est pas les choses les plus faciles ici, il faut bien être à l'aise avec ça. Et j'ai peur pour la longévité de ces clips au moment où on va ouvrir plusieurs fois par an notre boîtier. Donc voilà pour les choses qui me chagrinent un petit peu au niveau du montage, mais ça reste quand même un bon boîtier PC. Vous avez des matériaux de qualité, des choses qui vont durer dans le temps, ça c'est certain, vu que toute la case est simplement en métal. Vous avez un layout qui est bien pensé, de la place derrière pour faire votre cable management. J'ai mis des extensions qui sont des fois assez compliquées à mettre dans certains boîtiers et qui là rentrent sans aucun souci. Il y a aussi un look bicolore qui est très sympathique, on a posé pas mal de choses dedans et une fois que le boîtier est rempli, eh ben, ça rend très bien. Donc pour 150 €, Sharkmoon ne sont pas du tout foutus de notre gueule. On a quelque chose qui est assez beau, qui va être durable, qui est fait avec des bons matériaux. Donc dans l'ensemble, quelque chose que vous allez pouvoir garder longtemps. Après, bien sûr, comme toujours, il y a quelques défauts, mais qui sont pas suffisamment gros pour que vous vous disiez, bah non, c'est pas du tout intéressant comme boîtier. Et au contraire, il est très intéressant si jamais vous aimez le setup double vitre, vous aimez l'esthétique générale du boîtier avec son ton bicolore qu'on ne trouve pas forcément sur tous les boîtiers, et que vous voulez aussi un gros boîtier parce que attention, il est assez gros, il est un petit peu plus grand qu'un boîtier classique, un petit peu plus large qu'un boîtier classique et un petit peu plus profond qu'un boîtier classique. Si on compare un petit peu les autres boîtiers au même prix, il a clairement les arguments pour être à ce prix-là, mais par contre, ce serait pas mon premier choix, il serait très certainement dans ma sélection, mais pas dans les premiers choix que je ferais, à cause des petites choses que je vous ai parlé et qu'on retrouve généralement chez les concurrents. Et bon voilà, c'était la présentation du boîtier Sharkmoon CA300H, un joli petit boîtier qui va bien. Si vous aimez le look, ben, il ne faut pas hésiter parce que c'est un très bon boîtier. Il a quelques petits soucis, mais après, c'est pas de l'ordre des choses qui nous dérangent. Et en termes de refroidissement, j'ai fait tourner le 11900K avec une GTX 1080 sur différents scénarios et tout va bien, on ne dépasse jamais les 70 degrés. Donc si ça rentre dans vos critères thermiques, c'est bien. Par contre, j'ai pas plus de benchmark à vous proposer là-dessus, tout simplement parce que j'ai pas établi de configuration de référence pour pouvoir tester tout ça dans la même manière, dans les mêmes conditions à chaque fois. Donc vous devrez vous contenter de ça pour l'instant. On aura des tests plus approfondis une fois que j'aurai un peu plus de place dans un studio, histoire de pouvoir faire les choses correctement, mais pour l'instant c'est tout à fait impossible. Après c'est possible, mais moi je me fais zigouiller derrière, donc bon, autant dire que je tiens à la vie. Enfin bref, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, c'était un petit peu différent, je me suis laissé un petit peu aller par le flow de la parole, à dire un petit peu tout et n'importe quoi dans n'importe quel ordre. J'espère que ça vous aura plu. Il y aura peut-être des vidéos comme ça de temps en temps quand j'ai pas écrit la vidéo, ou soit qu'il y a énormément de choses à dire et que j'aime bien passer sur les choses comme ça. Donc bon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci à vous encore d'avoir vu la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!